Howard Philip Lovecraft, La couleur tombée du ciel. À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi lâche. Il est d'étroites et sombres gorges, où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent, et leurs flancs recouverts de bardeaux bombent dangereusement sous les toits bas à double pente. Les gens d'autrefois s'en sont allés, et les étrangers ne veulent pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens, et des Polonais sont venus et repartis. Non qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher. C'est quelque chose qu'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination et n'inspire pas la nuit de rêves reposants. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers, car le vieil ami Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps. Ami, dont l'esprit est un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste ou qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voies fréquentées autour d'Arkham. Il y avait autrefois une route à travers les collines et les vallées qui passait juste là où est maintenant la lande foudroyée. Mais les gens l'ont abandonnée, et une nouvelle a été tracée, beaucoup plus déviée vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles, d'une nature sauvage qui reprend ses droits. Et il en subsistera certainement même quand la moitié des terres basses seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors les bois obscurs seront abattus, et la lande foudroyée sommeillera au fond des eaux bleues, dont la surface reflètera le ciel et frémira au soleil. Et les secrets de ce diable de temps ne feront plus qu'un avec ceux des profondeurs, avec le savoir caché du vieil océan et tout le mystère de la terre des origines. Lorsque je parcourus les collines et les vallées pour lever le plan du nouveau réservoir, on me dit que les lieux étaient maudits. J'appris cela des gens d'Arkham, et comme c'est une très vieille ville pleine de contes de sorcières, j'attribuai la malédiction à une de ces légendes que les grands-mères depuis des siècles chuchotaient aux enfants. L'expression « lande foudroyée » me sembla très bizarre, théâtrale, et je me demandais comment un peuple puritain avait pu l'inclure dans son folklore. Puis je vis par moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de gorges et de pentes, et je ne me posais plus de questions, excepté sur son antique mystère. C'était le matin quand je le vis, mais l'ombre y restait tapie tout le jour. Les arbres poussaient trop serrés et leurs troncs étaient trop gros pour une forêt bien tenue de Nouvelle-Angleterre. Trop de silence dans la pénombre des allées qui les séparaient, et trop mou le sol de mousse humide et les tapis de pourriture d'une infinité d'années. Dans les espaces découverts, surtout le long du tracé de l'ancienne route, il y avait des petites fermes à flanc de collines. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres seulement un ou deux, et quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait rapidement. Ronces et mauvaises herbes régnaient, et des créatures sauvages glissaient furtivement dans les broussailles.
Sur tout cela flottait une brume fiévreuse et oppressante, une note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été faussé. Je ne m'étonnais pas que les étrangers n'y puissent rester, car il n'était pas là de place pour le sommeil. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvatore Rosa, trop à quelques gravures sur bois interdites dans un récit de terreur. Mais ce n'était rien encore auprès de la lande foudroyée. Je la reconnus au moment même où j'arrivai, au fond d'une large vallée, car aucun autre nom n'aurait mieux convenu à ce lieu, et aucun lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que le poète avait forgé l'expression après avoir vu cet endroit si particulier. Je me dis en le contemplant que c'était sans doute le résultat d'un incendie. Mais pourquoi rien n'avait-il repoussé sur ces 5 arpents de désert gris qui s'étalaient sous le ciel comme une immense tache creusée par un acide au milieu des champs et des bois? Elle se trouvait nettement au bord de l'ancienne route, mais empiétait un peu de l'autre côté. J'éprouvai une étrange répugnance à m'en approcher, et je ne le fis enfin que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur cette vaste étendue, rien qu'une fine poussière ou cendre grise que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres aux alentours étaient rabougris et souffreteux, et beaucoup de troncs morts debout renversés pourrissaient au bord. Avançant à pas pressés, j'aperçus à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave. Puis la noire gueule béante d'un puits abandonné, dont les vapeurs stagnantes produisaient de curieuses illusions en changeant de nuance au soleil. La longue et sombre pente boisée au-delà fut la bienvenue par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements effrayés des gens d'Arkham. Je n'avais vu ni maison ni ruine à proximité. Même autrefois, l'endroit devait être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, redoutant de retraverser ce lieu sinistre, je rejoignis la ville en faisant un détour par la route déviée vers le sud. Je souhaitais vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Dans la soirée, j'interrogeai les vieilles gens d'Arkham à propos de la lande foudroyée et de ce que signifiaient ces mots « diable de temps », que tant d'entre eux murmuraient évasivement. Mais je n'obtins aucune réponse positive, sinon que le mystère était beaucoup plus récent que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas du tout de vieilles légendes, mais de faits survenus du vivant de ceux qui parlaient. C'était arrivé dans les années 1880, une famille avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient pas préciser. Et comme il m'avait dit de ne prêter aucune attention aux histoires de fous du vieil ami Pierce, j'allais voir le lendemain matin, ayant appris qu'il vivait seul dans l'antique chaumière branlante, juste à l'endroit où les arbres devenaient très touffus. C'était une demeure effroyablement archaïque. Elle commençait à exhaler la vague odeur malsaine qui s'attache aux maisons debout depuis trop longtemps. Je dus frapper avec insistance avant d'éveiller le vieil homme, et quand craintivement il vint à la porte en traînant les pieds, je compris qu'il n'était pas content de me voir. Il n'était pas aussi affaibli que je m'y attendais, mais ses yeux curieusement baissés, ses vêtements et sa barbe blanche négligés, lui donnaient un air épuisé et lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour déclencher son récit, je pris prétexte de mon travail,
Je lui parlais d'arpentage en l'interrogeant vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus éveillé et instruit qu'on ne me l'avait laissé entendre. Et avant que je m'en rende compte, il avait saisi la question au moins aussi bien que tous les gens d'Arkham avec qui j'avais discuté. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus dans les régions où étaient prévus des réservoirs. Aucune protestation de sa part pour les étendues de vieux bois et domaines qui allaient disparaître, comme il y en aurait eu peut-être si sa demeure ne s'était pas trouvée hors des limites du futur lac. Il n'exprima que son soulagement de savoir condamner les antiques et sombres vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Elle serait mieux sous l'eau à présent, mieux sous l'eau après ce diable de temps. Mais sur ce préambule, sa voix enrouée s'éteignit, tandis qu'il se penchait en avant et pointait en tremblant son index droit de manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire. Et pendant que la voix grinçant et chuchotant poursuivait son discours décousu, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses digressions, compléter des détails scientifiques qu'il ne connaissait que par le souvenir formel et fugitif de propos de spécialistes, ou combler les brèches, ou échouer son sens de la logique et de la continuité. Quand il eut fini, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé ou que les gens d'Arkham ne veuillent pas trop parler de la lande foudroyée. Je regagnai en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert. Et je rentrai le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte, ni affronter une fois de plus cette grise lande foudroyée où baient les profondeurs du puits noir près des briques et des pierres écroulées. À présent, le barrage serait bientôt construit, et tous ces vieux secrets à jamais en lieu sûr, sous des brasses d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays la nuit. Du moins quand les sinistres étoiles sont levées. Et rien ne saurait me décider à boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout commença, dit le vieil ami, avec le météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de légende extravagante depuis le procès des sorcières. Et même à cette époque, ces bois occidentaux étaient beaucoup moins redoutés que la petite île du Miskatonic, où le démon tenait sa cour à côté d'un curieux hôtel de pierre, plus ancien que les Indiens. Ce n'étaient pas des bois hantés, et leur pénombre fantastique ne fut jamais effrayante jusqu'à ce diable de temps. Puis il y avait eu ce nuage blanc en plein midi, ce chapelet d'explosions dans les airs, et cette colonne de fumée montant de la vallée, au cœur des bois. À la nuit, tout Arkham savait qu'un gros rocher tombé du ciel s'était logé dans la terre à côté du puits chez Nahum Garner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la lande foudroyée allait s'étendre. La coquette maison blanche de Nahum Garner, entourée de ses jardins fertiles et de ses vergers. Nahum était allé en ville pour raconter aux gens l'histoire de la pierre, et sur le chemin il était passé chez Amy Pierce. Amy avait alors 40 ans, et tous ces événements bizarres restaient fortement gravés dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les 3 professeurs de l'université de Miskatonic, qui s'étaient empressés le lendemain matin d'aller voir le mystérieux visiteur venu de l'espace stellaire inconnu, mais s'étaient étonnés que Nahum l'ait décrit si grand la veille. Il avait rétréci, dit Nahum, en montrant du doigt le gros monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée dans sa cour d'entrée près de l'archaïque bascule du puits. Mais les savants répondirent que les pierres ne rétrécissent pas.
Sa chaleur persistait encore, et Nahum affirma qu'elle luisait faiblement la nuit. Les professeurs auscultèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent étrangement molle. Si molle en vérité qu'elle en était presque plastique. Ils durent creuser au lieu de prélever un éclat pour rapporter à l'université un spécimen à analyser. Ils le mirent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, car même ce petit morceau refusait de refroidir. Au retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer et parurent pensifs quand Madame Pierce leur fit observer que le fragment devenait plus petit et brûlait le fond du seau. En effet, il n'était pas gros, mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne pensait. Le jour suivant, tout ceci se passait en juin 82, en passant devant chez Amy, ils lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté et comment il s'était entièrement volatilisé lorsqu'il l'avait mis dans un verre à bec. Le verre avait disparu lui aussi, et les savants parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Elle avait réagi de façon absolument incroyable dans ce laboratoire bien équipé. Inerte et ne dégageant aucun gaz quand on le chauffa sur du charbon de bois, totalement insensible au borax, elle se montra bientôt résolument non volatile à n'importe quelle température, y compris celle du chalumeau oxydrique. Sur une enclume, elle se révéla extrêmement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité très prononcée. Son obstination à ne pas refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition. Et quand chauffée devant le spectroscope, elle produisait des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal, il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux, de propriétés optiques bizarres, enfin tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était, on l'éprouva au creuset avec les divers réactifs adéquats. L'eau resta sans effet. L'acide chlorhydrique de même. L'acide nitrique et même l'eau régale ne firent que siffler et crachoter devant son invulnérabilité torride. Amy eut du mal à se rappeler tout cela, mais il reconnut certains dissolvants lorsque je les citai dans leur ordre habituel d'usage. Il y eut l'ammoniac et la soude caustique, l'alcool et l'éther, l'écœurant sulfure de carbone et une douzaine d'autres. Mais bien que le poids du fragment diminuât régulièrement avec le temps et qu'il semblait se refroidir quelque peu, aucune altération des solvants ne montra qu'il avait en rien attaqué sa substance. C'était un métal pourtant, à n'en pas douter. D'abord, il était magnétique, et après son immersion dans les dissolvants acides, on crut discerner de légères traces des figures de Widmanstätten que l'on trouve sur le fer météorique. Quand le refroidissement fut devenu très sensible, on continua les réactions dans un verre, et ce fut dans un verre à bec qu'on mit tous les débris prélevés sur le fragment original au cours du travail. Le lendemain matin, débris et verre avaient disparu sans laisser de traces, et seul un endroit calciné marquait sur l'étagère de bois la place qu'ils avaient occupée. Les professeurs racontèrent tout ceci à Amy lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte, et, une fois de plus, il les accompagna pour voir le messager de pierre venu des étoiles. Mais sa femme, cette fois, ne vint pas avec eux. Il avait maintenant manifestement rétréci, et même les sages professeurs ne purent mettre en doute la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune diminuée, près du puits, s'étendait un espace vide, sauf là où le sol était creusé. Alors qu'elle faisait bien 7 pieds de diamètre la veille, elle en mesurait à peine 5 maintenant. Elle était encore brûlante, et les savants étudièrent avec curiosité sa surface, en prélevant un nouveau morceau plus important avec un marteau et un ciseau.
Ils creusèrent profondément cette fois, et en détachant un morceau plus petit, ils s'aperçurent que le cœur de la masse n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait la surface d'un gros globule coloré encastré dans la substance. La couleur, qui rappelait celle des raies du spectre étrange du météorite, était presque indescriptible. Ce fut seulement par analogie qu'on parla de couleur. Sa texture était lustrée, et en le tapotant du doigt, on le devinait creux et cassant. L'un des professeurs, l'ayant frappé vigoureusement de son marteau, il éclata avec un petit bruit sec et percutant. Rien ne s'en dégagea et l'explosion ne laissa aucune trace. Il en resta une cavité sphérique vide d'environ 3 pouces, et tous furent d'avis qu'ils en découvriraient d'autres à mesure que s'épuiserait la matière qui les contenait. Hypothèse décevante, et après de 20 sondages en quête de nouveaux globules, les chercheurs se retirèrent avec leur dernier spécimen, qui se révéla d'ailleurs au laboratoire aussi déconcertant que son prédécesseur. Mis à part qu'il était presque plastique, doué de chaleur, de magnétisme et d'une faible luminosité, qu'il se refroidissait légèrement dans des acides puissants, que son spectre était inconnu, qu'il se volatilisait dans l'air et attaquait les composés de silicium, entraînant une destruction mutuelle, il ne présentait aucun trait qui permit de l'identifier. Si bien qu'au terme de leur expérience, les spécialistes de l'université durent reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le situer. Il n'était pas de cette terre, c'était une parcelle du grand ailleurs, et comme tel doté de caractéristiques d'ailleurs et soumis à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là, et quand les professeurs se rendirent chez Nahum le lendemain, ils furent amèrement déçus. La pierre, du fait de son magnétisme, devait avoir quelques propriétés électriques particulières, car elle avait attiré la foudre, comme disait Nahum, avec une étrange persistance. 6 fois, en 1 heure, le fermier avait vu l'éclair sillonner la cour d'entrée, et quand l'orage fut fini, rien ne restait près du vieux puits à balancier qu'un cratère au bord déchiqueté, à moitié comblé par les éboulis. On avait creusé en vain et les scientifiques confirmèrent que tout avait disparu. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à rentrer au laboratoire et à reprendre les analyses sur le spécimen évanescent qui restait soigneusement enfermé dans un récipient de plomb. Ce fragment dura 1 semaine, au terme de laquelle on n'en avait rien appris d'intéressant. Quand il eut disparu, il n'en resta pas trace. Et avec le temps, les professeurs n'étaient plus très sûrs d'avoir vraiment vu, bien réveillé, ce mystérieux vestige des abîmes insondables d'ailleurs, cet unique messager fantastique d'autres univers, d'autres domaines de matière, d'énergie et d'être. Naturellement, les journaux d'Arkham montèrent en épingle l'incident avec son parrainage universitaire et envoyèrent des reporters pour interviewer Nahum Gardner et sa famille. De Boston, un quotidien au moins envoya aussi un scribe, et Nahum devint vite une sorte de célébrité locale. C'était un personnage sec et jovial, d'une 50aine d'années qui, avec sa femme et ses 3 fils, vivait de la jolie ferme dans la vallée. Lui et Amy se rendaient de fréquentes visites, comme le faisait également leur épouse. Et Amy n'avait qu'à se louer de lui après toutes ces années. Il semblait assez fier de la notoriété que s'était acquise sa maison, et parla souvent du météorite au cours des semaines suivantes. Juillet et août furent très chauds, et Nahum travailla dur à faire les foins de son pré de 10 arpents derrière Chapman's Brook. Sa charrette bruyante creusait de profondes ornières dans les chemins ombreux qui y menaient. Le travail le fatigua davantage que les années précédentes,
et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Puis vint l'époque des fruits et de la moisson, les poires et les pommes mûrirent lentement, et Nahum jura que jamais ses vergers n'avaient été si prospères. Les fruits d'une grosseur phénoménale et d'un éclat inaccoutumé poussaient en telle abondance qu'on commanda des tonneaux supplémentaires en vue de la future récolte. Mais la maturité apporta une cruelle déconvenue, car de tout ce somptueux déploiement de succulences trompeuses, pas une parcelle n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires, s'était insinuée une amertume nauséeuse, si bien que la moindre bouchée causait un durable dégoût. Il en allait de même avec les melons et les tomates, et Nahum comprit tristement que toute sa récolte était perdue. Prompt à relier les événements, il affirma que le météorite avait empoisonné la terre et remercia le ciel de ce que la majeure partie des autres récoltes fut dans les hautes terres le long de la route. L'hiver fut précoce et très froid. Ami vit Nahum moins souvent que d'habitude, et remarqua qu'il commençait à avoir l'air soucieux. Le reste de la famille devenait aussi taciturne. Ils étaient loin d'aller régulièrement à l'église ou de participer à la vie sociale du pays. On ne découvrit pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie, bien que toute la maisonnée avoua de temps à autre une santé déclinante et un sentiment de vague malaise. Nahum lui-même s'expliqua plus précisément que les autres quand il se dit troublé par certaines traces de pas dans la neige. C'étaient les empreintes habituelles l'hiver, d'écureuils roux, de lapins blancs, de renards, mais le fermier préoccupé affirmait voir quelque chose d'anormal dans leur nature et leur disposition. Il ne donnait jamais de détails, mais semblait juger qu'elle ne correspondait pas à ce que devaient être l'anatomie et les habitudes d'écureuils, de lapins et de renards. Ami écouta distraitement ces propos jusqu'au soir où il passa en traîneau devant chez Nahum, en revenant de Clark's Corner. Il y avait clair de lune. Or, un lapin traversa la route en courant, et les bonds de ce lapin étaient si longs qu'ils ne plurent ni à Ami ni à son cheval. Ce dernier, en fait, se serait emballé s'il n'avait été retenu d'une main ferme. Ami accorda plus d'attention aux histoires de Nahum, et se demanda pourquoi les chiens des garneurs paraissaient si déprimés et tremblants tous les matins. Ils avaient, à l'évidence, presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils MacGregor de Meadow Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Garner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Les garçons furent vraiment effrayés et jetèrent aussitôt le monstre, si bien que les gens du pays n'en surent jamais rien d'autre que leur grotesque récit. Mais le recul des chevaux près de la maison de Nahum était désormais un fait reconnu, et toutes les bases d'un cycle légendaire de bouche à oreille prenaient forme rapidement. On soutenait que la neige fondait plus vite autour de chez Nahum que partout ailleurs, et au début de mars, il y eut une discussion effrayée dans la boutique de Potter à Clark's Corner. Stephen Rice était passé en voiture devant chez les Garner dans la matinée, avait remarqué les choux punais qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énormes, et ils prenaient des couleurs si étranges qu'il n'était pas de mots pour les décrire. Leur forme était monstrueuse, et le cheval s'ébroua devant une odeur qui frappa Stephen, car elle était absolument sans précédent. Cet après-midi-là,
plusieurs personnes passèrent voir la végétation anormale, et toutes convinrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien portant. On parla ouvertement des fruits gâtés de l'automne précédent, et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Naoum était empoisonné. Naturellement, c'était le météorite, et se rappelant combien les universitaires avaient trouvé cette pierre surprenante, plusieurs fermiers allèrent leur en parler. Un jour, les professeurs rendirent visite à Naoum, mais n'ayant aucun penchant pour les récits extravagants et le folklore, ils furent très mesurés dans leurs conclusions. Les plantes étaient certainement bizarres, mais tous les choux punais l'étaient plus ou moins de forme, d'odeur et de teinte. Peut-être un élément minéral de la pierre avait-il pénétré le sol, mais il serait bientôt emporté par la pluie. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés, c'était là bien sûr simple bavardage de campagne qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait manquer de susciter. Les gens sérieux n'avaient vraiment que faire de ces cas de commérage insensé, car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. Donc, tout au long de ce diable de temps, les professeurs se retranchèrent dans le mépris. Un seul, quand on lui donna 1 an et demi plus tard 2 flacons de poussière à analyser pour la police, se rappela que l'étrange couleur de ce chou puné était très proche de l'une des raies lumineuses anormales produites par le fragment de météore dans le spectroscope de l'université et aussi du globule cassant découvert encastré dans la pierre venue de l'abîme. Les échantillons de cette analyse révélèrent d'abord les mêmes raies étranges, bien que, plus tard, ils perdirent cette particularité. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de chez Naoum, et la nuit ils se balançaient dans le vent d'une manière inquiétante. Le second fils de Naoum, Thaddeus, un gars de 15 ans, soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent, mais même les commères refusaient de le croire. Pourtant, à n'en pas douter, il y avait de l'agitation dans l'air. Toute la famille Garner prit l'habitude d'écouter furtivement, sans néanmoins attendre aucun son qu'on pût consciemment définir. Cette écoute, en fait, naissait plutôt de moments où la conscience semblait les quitter à moitié. Malheureusement, ces moments se multiplièrent d'une semaine à l'autre, jusqu'à ce qu'on dise couramment que tout le monde était détraqué chez Naoum. Lorsque le premier saxifrage s'épanouit, il avait une autre couleur étrange. Pas tout à fait celle du chou puné, mais nettement apparentée et tout aussi inconnue de ceux qui la virent. Naoum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la Gazette. Mais ce grand personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique, où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées en ridicule. Naoum avait commis l'erreur de raconter à un citadin flegmatique comment les grands papillons cap de deuil devenaient démesurés, se comporter par rapport à ces saxifrages. Avril communiqua aux paysans une sorte de folie, et commença alors, pour la route qui passait devant chez Naoum, ce progressif abandon qui aboutit à sa finale désuétude. C'était la végétation. Tous les arbres du verger se couvrirent de fleurs aux couleurs singulières. Du saule-pierre de la cour et du pré adjacent surgirent des plantes bizarres que seul un botaniste eût pu rattacher à la flore authentique de la région. Nulle part on ne voyait de couleurs saintes et naturelles, sauf dans l'herbe verte et le feuillage. Partout ailleurs, ces variantes fiévreuses et prismatiques de quelques morbides tonalités fondamentales sous-jacentes, impossible à situer parmi les teintes connues sur Terre. Les culottes de Hollandais devinrent un objet de sinistre menace, et les sanguinaires se firent insolents dans leur perversion chromatique. Amy et les Garner trouvaient à la plupart de ces couleurs une sorte de familiarité obsédante,
et ils convinrent qu'elle rappelait l'une de celles du globule cassant dans le météore. Naoum laboura ses champs et ensemença le pré de 10 arpents ainsi que la parcelle à flanc de colline. Mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile, espérant que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout le poison. Il s'attendait maintenant presque à n'importe quoi, et s'était accoutumé à sentir près de lui quelque chose qui comptait bien se faire entendre. Que les voisins évitent sa maison l'affecta, bien sûr, mais sa femme en fut touchée davantage. Les garçons s'en tiraient mieux, car ils allaient tous les jours à l'école, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddeus, adolescent particulièrement sensible, souffrait plus que les autres. En mai, les insectes arrivèrent, et la ferme de Naoum devint un cauchemar de bêtes bourdonnantes et rampantes. La plupart ne semblaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leurs mouvements. Leurs mœurs nocturnes contredisaient toute expérience. Les garneurs prirent l'habitude de veiller la nuit, guettant au hasard dans toutes les directions quelque chose. Ils ne savaient quoi. Ce fut alors qu'ils reconnurent tous combien Thaddeus avait eu raison à propos des arbres. Madame Garner fut la seconde à l'observer par la fenêtre, tandis qu'elle regardait les rameaux gonflés d'un érable sur le ciel, éclairé par la lune. Ils bougeaient, c'était certain, bien qu'il n'y eût pas de vent. C'était sans doute la sève. L'insolite à présent avait investi tout ce qui poussait. Pourtant, l'événement suivant ne fut découvert par personne dans la famille de Naoum. L'accoutumance les avait engourdis, et ce qu'ils ne pouvaient pas voir fut aperçu par un timide représentant en éolienne venu de Boston qui, ignorant tout des légendes du pays, y passa de nuit en voiture. Ce qu'il raconta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la Gazette. Et c'est là que tous les fermiers, Naoum y compris, l'apprirent d'abord. La nuit était noire, et les lanternes du bogey insuffisantes. Mais autour d'une ferme de la vallée, que chacun d'après l'article reconnut pour celle de Naoum, les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible, mais distincte, semblait émaner de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs aussi, tandis qu'un élément isolé de la phosphorescence paraissait se déplacer furtivement dans la cour près de la grange. L'herbe avait jusqu'alors semblé intacte, et les vaches paissaient librement sur la parcelle proche de la maison, mais vers la fin de mai, le lait commença à se gâter. Alors Naoum fit mener les vaches sur les hautes terres, après quoi tout rentra dans l'ordre. Un peu plus tard, l'herbe et les feuilles se mirent manifestement à changer. Toute la verdure devenait grise et prenait une consistance singulièrement cassante. Amy était à présent la seule personne qui vint jamais à la ferme, et ses visites se faisaient de plus en plus rares. Quand l'école ferma, les Garner furent pratiquement coupés du monde, et laissaient parfois Amy se charger de leurs courses en ville. Ils déclinaient curieusement, tantôt physique que du point de vue mental, et personne ne fut surpris d'apprendre que Madame Garner était devenue folle. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute du météore, et la pauvre femme criait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Il n'y avait pas dans son délire pas un seul substantif précis, mais uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, flottaient, et les oreilles tintaient sous l'effet d'impulsions qui n'étaient pas que sonores. Quelque chose lui était enlevé. On l'a vidée de quelque chose. Quelque chose collé à elle, qui ne devait pas exister. Quelqu'un devait l'en débarrasser.
Rien n'était jamais immobile dans la nuit. Les murs et les fenêtres changeaient de place. Nahum ne l'envoya pas à l'asile du comté, il la laissa errer dans la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres. Même quand son expression changea, il n'intervint pas. Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle, et que Thaddeus faillit s'évanouir en voyant les grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet, elle avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes. Et avant la fin du mois, Nahum conçut l'idée insensée qu'elle luisait faiblement dans le noir, comme il le voyait faire nettement à présent à la végétation environnante. Peu de temps auparavant, les chevaux s'étaient échappés. On ne sait ce qui les avait réveillés dans la nuit, mais les ruades et les hennissements dans leur stall étaient terrifiants. Il semblait qu'on ne put quasiment rien pour les calmer. Et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie, ils se ruèrent tous dehors comme des daims sylvestres qui s'affolent. Il fallut une semaine pour les retrouver tous quatre, et l'on s'aperçut alors qu'ils étaient absolument bons à rien et rebelles. Quelque chose avait craqué dans leur cervelle, et on dut les abattre l'un après l'autre pour leur propre bien. Nahum emprunta cheval à Ami pour rentrer ses foins, mais l'animal refusa d'approcher de la grange. Il bronchait, se dérobait, hennissait, et Nahum n'avait finalement d'autre solution que de le conduire dans la cour, tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fenil pour pouvoir décharger à la fourche. Pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs aux teintes si bizarres tournaient au gris, ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Les astères et les verges d'or fleurissaient gris et déformés. Les roses, les ignas et les roses trémières de la cour d'entrée étaient une telle insulte à la nature que Zéna, le fils aîné de Nahum, les coupa tous. Les insectes étrangement envahissants moururent à peu près à cette époque. Même les abeilles qui avaient fui leur ruche et gagné les bois. En septembre, toute la végétation s'émietta rapidement en une poudre grisâtre, et Nahum craignit que les arbres ne meurent avant que la terre fût débarrassée du poison. Sa femme à présent était sujette à d'effroyables hurlements, si bien que lui et les garçons subissaient une tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens maintenant, et lorsque l'école ouvrit, les enfants n'y retournèrent pas. Ce fut Ami qui se rendit compte le premier, lors d'une de ses rares visites, que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, ni vraiment fétide, ni vraiment saumâtre, et il engagea son ami à creuser un autre puits sur un terrain situé plus haut, qui servirait jusqu'à ce que le sol fût redevenu sain. Mais Nahum ne tint aucun compte du conseil, car à ce moment-là il était devenu insensible aux choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuèrent à user de la réserve d'eau infectée, buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leurs maigres repas mal préparés et à faire les corvées ingrates et monotones de leur vie sans but. Il y avait en eux tous une sorte de résignation impassible, comme s'ils marchaient à moitié dans un autre monde, entre des rangs de gardes anonymes vers un destin fatal et familier. Thaddeus devint fou en septembre après être allé au puits. Il était parti avec un seau et revint les mains vides, criant, gesticulant et tombant parfois dans un ricanement stupide ou un chuchotement à propos des couleurs qui bougeaient tout au fond. Deux dans la famille, c'était un peu beaucoup, mais Nahum fut très courageux. Il laissa le gamin en liberté pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et se blesser,
puis il l'enferma dans une mansarde en face de celle de sa mère, de l'autre côté du couloir. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leurs portes verrouillées étaient épouvantables, surtout pour le petit Merwin, car il se figurait qu'il parlait une terrible langue qui n'était pas de ce monde. Il avait une imagination débordante, et sa nervosité s'aggrava quand il se vit séparé de son frère, qui avait été son meilleur camarade. Presque en même temps commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement, leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs devinrent extraordinairement gras, puis subirent brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. Bien entendu, leur chair était inutilisable et Nahum en perdait la tête. Aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de chez lui, et celui d'Arkham était franchement déconcerté. Les pourceaux avant de mourir apparaissaient gris, friables et tombés en morceaux. Leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières. C'était d'autant plus inexplicable qu'ils n'avaient jamais été nourris de végétation contaminée. Ensuite, les vaches furent atteintes. Certaines zones où parfois l'ensemble du corps se flétrissait ou se réduisait mystérieusement et d'atroces effondrements ou désintégrations étaient courants. Au dernier stade, et la mort s'ensuivait toujours, la grisaille et l'émiettement gagnaient tout comme ils le faisaient des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement, car tous les cas se produisaient dans une étable fermée à clé et protégée. Aucune morsure de bête en maraude n'avait pu transmettre le virus, puisque aucun être vivant au monde serait passé au travers des obstacles consistants. Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle, encore qu'une maladie responsable de pareils résultats tint en échec tous les diagnostics. Quand vint la moisson, pas un animal n'avait survécu à la ferme. Le bétail et la volaille étaient morts, et les chiens s'étaient enfuis. Il y en avait 3, qui avaient tous disparu une nuit, et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Les 5 chats étaient partis quelque temps auparavant, mais on l'avait à peine remarqué puisqu'il semblait n'y avoir plus de souris, et que seule Madame Garner s'était attachée à ces gracieux félins. Le 19 octobre, Nahum était arrivé chancelant chez Amy avec des nouvelles atroces. La mort avait saisi le pauvre Thaddeus dans sa mansarde, et d'une manière dont on ne pouvait rien dire. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial derrière la ferme, et y avait enseveli ce qu'il avait trouvé. Car la petite fenêtre à barreaux et la porte fermée à clé étaient intactes. Mais c'était pire que ce qu'il y avait eu dans la grange. Amy et sa femme consolèrent du mieux qu'ils purent l'homme abattu, mais ils le firent en frémissant. Une terreur sans nom semblait s'attacher au Garner et à tout ce qu'il touchait. La seule présence de l'un d'eux dans la maison était un souffle venu de régions innommées et innommables. Amy accompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Zena, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Il en était venu dernièrement à ne rien faire d'autre que regarder dans le vide et obéir aux ordres de son père. Et Amy pensa que pour lui c'était une bénédiction. Par moments, au cri de Merwin, un faible écho venait du grenier, et en réponse à un regard interrogateur, Nahum dit que sa femme s'affaiblissait beaucoup. La nuit approchant, Amy s'arrangea pour prendre congé. L'amitié même n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la vague lueur de la végétation,
et que les arbres pouvaient ou non se balancer sans vent. C'était vraiment une chance pour Amy de n'avoir pas plus d'imagination. Malgré tout, son esprit en fut un tant soit peu dérangé. Mais eût-il été capable de relier et de méditer tous ces prodiges autour de lui, qu'il fut inévitablement devenu complètement fou. Dans le demi-jour, il rentra en hâte chez lui, les cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonnant affreusement à ses oreilles. 3 jours plus tard, de grand matin, Nahum survint en trébuchant dans la cuisine d'Amy, et en l'absence de son hôte, balbutia encore une autre histoire désolante, tandis que Madame Pierce écoutait, saisie de terreur. Il s'agissait du petit Merwin, cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard le soir pour chercher de l'eau avec une lanterne et un seau, et n'était jamais revenu. Il ne se contrôlait plus depuis longtemps et savait à peine ce qu'il faisait, criait pour un rien. Alors, il y avait eu un hurlement frénétique du côté de la cour. Mais avant que le père puisse ouvrir la porte, le gamin avait disparu. On ne voyait pas la lumière de la lanterne qui l'avait emporté, et aucune trace de l'enfant lui-même. Nahum crut d'abord que la lanterne et le seau étaient partis aussi. Mais à l'aube, comme il revenait d'un pas pesant de toute une nuit de recherche par les bois et les champs, il avait découvert des choses bien curieuses près du puits. Un morceau de fer broyé, apparemment quelque peu fondu, et qui certainement avait été la lanterne. Tandis qu'à côté d'une anse tordue et des cercles de fer en zigzag, également éprouvés par le feu, rappelaient les restes d'un seau. C'était tout. Nahum n'imaginait plus rien. Madame Pierce avait la tête vide, et Amy, quand il rentra et entendit l'histoire, n'eut pas de réponse à proposer. Merwin avait disparu, et il serait vain de le dire aux gens du voisinage, qui évitaient désormais tous les Gardner. Inutile aussi d'en informer les citadins d'Arkham qui se moquaient de tout. Tad n'était plus, et maintenant Merny s'en allait. Quelque chose rampait, attendant de se faire voir, entendre et sentir. Nahum s'en irait bientôt et il voulait qu'Amy s'occupe de sa femme et de Zena, s'il lui survivait. Tout ça devait être un châtiment en quelque sorte, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, car il avait toujours honnêtement marché dans les voies du Seigneur, pour autant qu'il le sût. Pendant plus de 2 semaines, Amy ne revit plus Nahum. Puis, inquiet de ce qui avait pu se passer, il domina ses craintes et se rendit chez les Gardner. Aucune fumée ne montait de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur appréhenda le pire. La ferme offrait partout un spectacle affreux. Par terre, l'herbe et les feuilles grisâtres étaient flétries. Les débris des vignes cassantes tombaient des murs et des archaïques pignons, et les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre avec une malveillance délibérée qu'Amy ne put s'empêcher de sentir un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais finalement, Nahum vivait encore. Étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas, il était faible, mais parfaitement conscient et capable de donner à Zena des ordres simples. La pièce était glaciale, et comme Amy frissonnait visiblement, l'hôte cria d'une voix rauque à Zena d'apporter d'autres bois. Le bois, en fait, manquait cruellement, car l'âtre profond était sans feu, vide, et la bise qui soufflait par la cheminée y soulevait un nuage de suie. Nahum demanda bientôt si le bois supplémentaire l'avait un peu plus réchauffé. Alors Amy comprit ce qu'il en était.
La corde la plus solide avait fini par se rompre, et l'infortuné fermier n'aurait plus d'autre chagrin. Ces questions discrètes n'obtinrent aucun éclaircissement sur l'absence de Zéna. « Dans le puits. Il vit dans le puits. » fut tout ce que le père tira de son esprit embrumé. Brusquement, le visiteur se rappela la folle et reprit son enquête dans une autre direction. « Nabi, elle est là !» répondit le pauvre Naoum surpris, et Ami vit bien qu'il devait chercher lui-même. Laissant sur son lit l'inoffensif radoteur, il prit les clés au clou près de la porte et grimpa l'escalier grinçant jusqu'au grenier. L'odeur de renfermé et la puanteur étaient terribles en haut, et l'on n'entendait aucun bruit nulle part. Des 4 portes du couloir, une seule était verrouillée, et il essaya dessus diverses clés du trousseau qu'il avait pris. La 3e était la bonne, et après quelques tâtonnements, Ami ouvrit la porte basse peinte en blanc. Il faisait très sombre à l'extérieur, car la fenêtre était plus petite et à demi condamnée par de grossiers barreaux de bois, de sorte qu'Ami ne distingua plus rien sur le plancher. L'odeur nauséabonde était insoutenable, et avant d'aller plus loin, il dut battre en retrait dans une autre pièce pour revenir les poumons pleins d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin. Et, l'ayant distingué plus clairement, il se mit carrément à hurler. Ce faisant, il lui sembla qu'un nuage éclipsait un moment la fenêtre, et 1 seconde plus tard, il se sentit frôlé par une immonde bouffée de vapeur. Des couleurs étranges dansèrent devant ses yeux, et si une horreur trop présente ne l'avait paralysé, il aurait pensé aux globules dans le météore que le marteau du géologue avait brisé, et à la végétation malsaine qui avait poussé au printemps. En l'occurrence, il ne songea qu'à la chose monstrueuse et impie qui était devant lui, et avait manifestement partagé l'épouvantable sort du jeune Thaddeus et du bétail. Mais le plus affreux était que cette abomination bougeait très lentement, mais nettement, sans cesser de s'effriter. Ami ne voulut pas me donner d'autres détails sur cette scène, mais dans son récit, la forme dans le coin ne reparaissait pas comme un objet mouvant. Il est des choses qu'on doit passer sous silence, et ce qu'on peut faire par simple humanité est parfois cruellement jugé par la loi. J'en conclus qu'il ne resta rien de vivant dans la mansarde, et qu'y laisser quoi que ce soit qui pût encore bouger eût été un acte assez monstrueux pour condamner n'importe quel être responsable à un éternel tourment. Tout autre qu'un fermier flegmatique aurait perdu connaissance ou serait devenu fou. Mais Ami franchit en toute conscience cette porte basse, enfermant à clé derrière lui le détestable secret. Il fallait maintenant s'occuper de Naoum, le nourrir, le soigner et le transporter quelque part où l'on se chargerait de lui. Ami commença à descendre l'escalier quand il entendit un bruit sourd au-dessous de lui. Il crut même qu'un cri avait été brusquement étouffé et se rappela avec inquiétude la brume gluante qu'il avait frôlée dans la chambre terrible d'en haut. Quelle présence son entrée et son hurlement avaient-ils fait surgir? Retenu par une crainte confuse, il entendit encore d'autres bruits en bas. À n'en pas douter, celui d'un objet pesant qu'on traînait, et le son hideusement visqueux d'une espèce de succion diabolique et immonde.
par un rapprochement instinctif, poussé fébrilement à l'extrême, il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu là-haut. Grand Dieu, dans quel monde de cauchemar s'était-il fourvoyé? N'osant ni avancer ni reculer, il restait là, tremblant devant la courbe obscure où s'enfonçait l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Les sons, l'atroce sensation d'attente, les ténèbres, la raideur des degrés étroits, et, bonté divine, la faible mais évidente luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, parois, lattes apparentes et poutres également. Alors retentit dehors un hennissement frénétique du cheval d'Amy, aussitôt suivi du fracas de sabots d'une fuite éperdue. Un moment plus tard, cheval et boguet étaient hors de portée de voix, laissant l'homme épouvanté dans l'escalier obscur s'interroger sur ce qui les avait chassés. Mais ce n'était pas tout. Il y eut dehors un autre bruit, une sorte d'éclaboussement, de l'eau qui devait venir du puits. Il avait laissé Hérault à côté sans l'attacher, et une roue de la voiture éraflant la margelle avait pu en faire tomber une pierre. Et la pâle phosphorescence luisait toujours sur ces boiseries d'une odieuse antiquité. Dieu, qu'elle était vieille, cette maison! La majeure partie avait été construite avant 1670 et le toit à double pente pas au-delà de 1730. Un faible grattement se fit distinctement entendre sur le plancher du rez-de-chaussée et Ami serra plus fort le lourd bâton qu'il avait ramassé à dessein dans la mansarde. Reprenant peu à peu courage, il acheva de descendre et se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais il n'alla pas jusqu'au bout, car ce qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Avait-il rampé, ou une force extérieure l'avait-il traîné? Ami n'aurait su le dire. Mais il était frappé à mort. Tout était arrivé dans la dernière demi-heure, mais le délabrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancés. C'était une hideuse friabilité, et tout s'écaillait en débris desséchés. Ami, sans pouvoir y toucher, considérait avec horreur l'informe parodie de ce qui avait été un visage. « C'était quoi, Naoum? C'était quoi ?» murmura-t-il. Et les lèvres gonflées et fendues purent à peine émettre dans un grésillement l'ultime réponse. « Rien, rien. La couleur, ça brûle. Froide et puis mouillée, mais ça brûle. Ça vit dans le puits. Je l'ai vu. Un genre de fumée, pareil que les fleurs ce printemps. Puis l'éclair, la nuit. Tad. Puis Merny. Puis Zéna. Tout ce qui est vivant. À tout ça suce la vie. Dans cette pierre. Sûr qu'on a venu dans cette pierre. Sûr que ça a venu dans cette pierre. Tout pourri. Savoir ce qu'elle cherche. Ce machin rond que ceux du collège ont tiré de là. L'ont cassé. C'était la même couleur. Tout pareil, comme les fleurs et les plantes. Sûr qu'il y en avait d'autres. Des graines. Des graines. Ça pousse. Je l'ai vu la première fois cette semaine. Sûr que ça a fourci avec Zéna. C'était un gars solide. Plein de vie. Ça démolit le cerveau puis ça te prend.
Ça te brûle dans l'eau du puits. T'avais raison là-dessus. L'eau mauvaise. Zena jamais revenu du puits. On peut pas se sauver. Ça t'attire. Tu sens qu'il va t'arriver quelque chose. Mais tu peux rien. Je l'ai vu pas mal de fois depuis que Zena a été pris. Et Nabi, où elle est amie? J'ai plus ma tête. Je sais plus quand j'ai donné à manger. Ça va la prendre si on fait pas attention. Rien qu'une couleur. Sa figure à cette couleur-là. Quelquefois vers la nuit. Ça brûle. Puis après ça s'use. Ça vient d'une place où les choses sont pas comme ici. Un de ses professeurs l'avait dit. Il avait raison. Fais attention, ami. C'est pas fini. Ça suce la vie. Mais ce fut tout. Ceux qui venaient de parler ne put en dire davantage parce qu'il s'était complètement effondré. Ami jeta une nappe à carreaux rouges sur ce qui restait et sortit en chansonnant par la porte de derrière qui donnait sur les champs. Il gravit la pente jusqu'auprès de 10 arpents pour rentrer chez lui d'un pas hésitant par la route du Nord et les bois. Il ne pouvait pas passer devant ce puits que son cheval avait fui. L'observant par la fenêtre, il avait vu que pas une pierre ne manquait à la margelle. L'embardé de la voiture n'avait donc rien fait tomber. L'éclaboussement venait d'autre chose. Quelque chose qui était rentré dans le puits après en avoir fini avec le pauvre Naoum. Quand Ami regagna sa maison, le cheval et le boguet étaient arrivés avant lui et sa femme en était folle d'angoisse. L'ayant rassuré sans autre explication, il se mit aussitôt en route pour Arkham et y informa les autorités que la famille Garner n'était plus. Sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Naoum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue, et ajouta que la cause semblait être le même mal inconnu qui avait tué le bétail. Il déclara aussitôt que Merwin et Zena avaient disparu. Il y eut un interrogatoire interminable au commissariat de police, et à la fin, Ami fut obligé de conduire 3 inspecteurs à la ferme des Garner, ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il le fit à contre-cœur, car l'après-midi avançait et il redoutait la tombée de la nuit dans ces lieux maudits, mais il se sentit réconforté d'avoir tant de gens avec lui. Les 6 hommes suivirent le boguet d'Ami dans une charrette anglaise et arrivèrent vers 4 heures à la maison pestiférée. Malgré l'habitude qu'avaient les inspecteurs des spectacles macabres, pas un ne resta insensible à ce qu'ils trouvèrent dans la mansarde et sous la nappe à carreaux sur le plancher du rez-de-chaussée. La vue de la ferme entourée de son désert gris était assez impressionnante, mais celle des 2 formes qui s'émiettaient dépassait tout. Personne ne s'attarda à les regarder, et le médecin légiste lui-même reconnut qu'il n'y avait pas grand-chose à examiner. Des spécimens pouvaient néanmoins être analysés, naturellement. Il s'empressa donc de les prélever, et c'est ici qu'intervint la curieuse découverte que l'on fit au laboratoire de l'université, où les 2 flacons de poussière furent portés. Soumis au spectroscope, les 2 échantillons présentèrent un spectre inconnu, dont beaucoup d'oreilles déconcertantes répondaient exactement à celle que l'étrange météore avait produite l'année précédente. La propriété d'émettre ce spectre disparut au bout d'1 mois, la poussière par la suite se composant surtout de phosphate et de carbonate alcalin.
Ami n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'ils avaient pensé qu'ils avaient l'intention d'agir sur le champ. On approchait du coucher de soleil et il avait hâte de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux à la margelle de pierre près du grand balancier, et quand un détective l'interrogea, il reconnut que Nahum craignait qu'il eût on ne sait quoi au fond. Si bien qu'il n'avait jamais même songé à y chercher Merwin et Zena. Après cela, rien n'aurait su les empêcher de vider et sonder immédiatement le puits. Ami dut donc attendre en tremblant, tandis qu'on hissait l'un après l'autre les seaux d'une eau fétide et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût, et vers la fin ils se bouchaient le nez devant la puanteur qu'ils découvraient. Le travail ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint, car l'eau était prodigieusement basse. Inutile de décrire plus précisément ce qu'ils trouvèrent. Merwin et Zena étaient là tous deux, en partie, car les vestiges concernaient surtout les squelettes. Il y avait aussi un petit daim et un gros chien à peu près dans le même état, et un certain nombre d'ossements d'animaux plus petits. La vase et la boue du fond parurent inexplicablement poreuses et bouillonnantes, et un homme qui descendit sur les mains de fer avec une longue perche constata qu'il pouvait l'enfoncer à n'importe quelle profondeur dans la boue sans rencontrer aucun obstacle solide. Le crépuscule était venu maintenant et l'on apporta des lanternes de la maison. Quand il s'avéra qu'on ne pouvait plus rien tirer du puits, tout le monde entra pour délibérer dans le vieux salon, tandis que la lumière intermittente d'une demi-lune spectrale se jouait languissamment dehors sur le désert gris. Les hommes étaient franchement déroutés par toute cette affaire et ne trouvaient aucun élément commun convaincant qui aurait fait le lien entre l'état singulier de la végétation, la maladie inconnue du bétail et des humains, et les morts inexplicables de Merwin et de Zena dans le puits infecté. Ils étaient au courant, c'est vrai, des racontards du pays. Mais ils ne pouvaient croire qu'il advint des faits contraires aux lois naturelles. Le météore avait sans aucun doute empoisonné le sol. Mais autre chose était la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient rien mangé des produits du sol. Était-ce l'eau du puits ? Peut-être bien. Ce serait une bonne chose de l'analyser. Mais quelle folie singulière avait pris les deux gamins de sauter dans le puits ? Ils avaient agi pareillement, et leur reste montrait qu'ils avaient subi l'un et l'autre la mort grise et squameuse. Pourquoi tout était-il si gris et si friable ? Ce fut le coroner, assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, qui remarqua le premier la lueur autour du puits. Il faisait complètement nuit, et toute cette terre exécrable paraissait émettre une autre clarté que celle des capricieux rayons lunaires. Mais cette nouvelle lueur, nette et différente, semblait jaillir du trou noir comme le faisceau atténué d'un projecteur et laisser de pâles reflets dans les petites flaques où l'eau avait été jetée. Elle avait une couleur très bizarre, et comme tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre, Ami eut un violent sursaut, car la teinte de cet étrange rayon de miasme mortel ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce qu'elle signifiait. Il l'avait vue 2 étés plus tôt, sur le sale globule cassant dans cet aérolithe. Il l'avait vue dans la végétation démente du printemps, et avait cru la voir un instant le matin même, devant la petite fenêtre à barreaux de cette horrible mansarde, où des choses indescriptibles s'étaient passées. Elle avait lui 1 seconde. Une détestable vapeur gluante l'avait frôlé, puis le pauvre Nahum avait été saisi par une chose de cette couleur-là. Il l'avait dit à la fin. C'était comme le globule et les plantes.
Ensuite, il y avait eu la fuite dans la cour et l'éclaboussement dans le puits. Et maintenant ce puits vomissait dans la nuit un rayon pâle et insidieux de la même teinte démoniaque. Amy prouva sa vivacité d'esprit en se préoccupant, même en ce moment d'émotion, d'un détail essentiellement scientifique. Il s'étonna d'avoir gardé la même impression d'une vapeur entrevue en plein jour, devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal, et d'une émanation nocturne qui se détachait comme une brume phosphorescente sur le sombre paysage foudroyé. C'était contraire à la nature. Il se rappela les derniers mots terribles de son ami condamné. Ça vient d'une autre place où les choses ne sont pas comme ici. Un de ses professeurs l'avait dit. Dehors, les 3 chevaux attachés au bord de la route à 2 jeunes arbres rabougris hennissaient et piaffaient frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour s'en occuper, mais Amy lui posa sur l'épaule une main tremblante. « Allez pas là-bas, murmura-t-il. Ils sentent ben des choses qu'on sait pas. Naoum disait que quelque chose vivait dans le puits qui suçait la vie. Il disait que ça devait venir d'une boule ronde, comme une qu'on a tous vue dans le météore de pierre qui est tombé en juin l'année passée. Ça suce et ça brûle, il disait. Et c'est qu'un nuage de couleur pareil à cette lumière là dehors, qu'on peut pas seulement voir ni dire ce que c'est. Naoum croyait que ça se nourrit de tout ce qui est vivant et que ça y donne de la force. Il disait qu'il avait vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de loin dans le ciel. Comme les hommes du collège ont dit l'année passée pour le météore de pierre. La façon que c'est fait, la façon que ça marche, c'est pas des façons du monde au bon Dieu. C'est quelque chose d'au-delà. Les hommes indécis restèrent donc sur place tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux attachés piaffaient et hennissaient plus violemment encore. Ce fut un moment effroyable. Entre la terrifiante malédiction de la vieille maison elle-même, les 4 tas de débris monstrueux, 2 venant de la maison et 2 du puits, dans le bûcher derrière et devant, ce faisceau de mystérieuse et sacrilège iridescence issue de boueuses profondeurs. Amy avait retenu instinctivement le conducteur, oubliant qu'il était lui-même indemne, bien que la vapeur colorée et gluante les frôlait dans la mansarde. Mais peut-être avait-il bien fait d'agir ainsi. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors cette nuit-là. Et si l'émanation maléfique de l'au-delà n'avait jusqu'ici causé aucun mal à un humain qui gardait toute sa tête, on ignore ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment, surtout avec sa puissance visiblement accrue et les signes d'une volonté délibérée qu'elle donna bientôt sous le ciel où brillait la lune entre les nuages. Soudain, devant la fenêtre, l'un des détectives eut un vif et bref sursaut. Les autres s'en aperçurent et suivirent aussitôt son regard jusqu'au point, là-haut, où après avoir erré au hasard, il s'était brusquement fixé. Les paroles étaient inutiles. Ce dont on avait discuté dans les bavardages du pays n'était plus discutable. Et c'est à cause de ce fait, dont tous les assistants convinrent de parler plus tard à voix basse, qu'il n'est jamais question à Arkham de ce diable de temps. Il faut d'abord préciser qu'il n'y avait aucun vent à cette heure de la soirée. Il se leva peu après, mais il n'y en avait absolument pas jusque-là. Même les pointes desséchées des dernières herbes aux chantres grises et flétries, et la frange sur le toit de la charrette anglaise à l'arrêt, restaient immobiles. Pourtant, dans ce calme tendu, impie, les rameaux dénudés bougeaient à la cime de tous les arbres de la cour. Dans une agitation morbide et spasmodique, un délire de convulsions épileptiques, comme pour agripper les nuages éclairés par la lune, griffant en vain l'air empoisonné,
On les eût dit secoués par quelques chaînes de transmission étrangères et immatérielles, au rythme de souterraines horreurs luttant et se débattant sous leurs noires racines. Pendant quelques secondes, personne ne respira. Puis un nuage épais et sombre passa devant la lune, et la silhouette des branches griffues s'effaça momentanément. Alors, ce fut un cri général, assourdi par la stupeur, mais rauque et jaillit presque identique de toutes les gorges. Car la terreur n'avait pas disparu avec la silhouette, et pendant un moment effroyable de ténèbres plus denses, les spectateurs virent se tortiller au faîte des arbres 1000 points minuscules d'une auréole pâle et maléfique, couronnant chaque rameau comme le feu Saint-Elme ou les flammes qui descendirent à la Pentecôte sur la tête des apôtres. Ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle, tels les saints rassasiés de lucioles nourries de cadavres qui dansent d'infernales sarabandes au-dessus d'un marécage maudit. Mais sa couleur était la même intruse sans nom qu'Amy avait appris à connaître et à redouter. Pendant ce temps, le vaisseau de phosphorescence jailli du puits était de plus en plus intense, imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin tout ce que pouvait imaginer leur esprit conscient. Ce n'était plus un rayonnement, c'était un déferlement. Et le flot informe de couleurs indéfinissables en quittant le puits semblait couler directement dans le ciel. Le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour placer en travers la lourde barre de sûreté. Amy ne semblait pas moins et ne pouvant contrôler sa voix, il dut tirer par la manche ou montrer du doigt quand il voulut attirer l'attention des autres sur la luminosité grandissante des arbres. Les hennissements et les bruits de sabots des chevaux étaient devenus absolument effrayants. Mais aucun de ceux qui étaient réunis dans la vieille maison ne se serait aventuré dehors pour tout l'or du monde. De minute en minute, l'éclat des arbres augmentait, et leurs branches remuantes paraissaient de plus en plus se tendre à la verticale. Le bois de la bascule du puits luisait maintenant, et bientôt un des policiers montra sans mot dire des appentis de bois et des ruches près du mur de pierre à l'ouest. Il commençait à briller aussi, alors que les véhicules à l'attache des visiteurs semblaient encore indemnes. Puis il y eut un grand fracas, un bruit de sabots sur la route, et Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir au dehors, ils s'aperçurent que les 2 chevaux gris avaient brisé leur arbuste et fui avec la charrette anglaise. L'incident délia les langues, et l'on échangea des chuchotements embarrassés. « Ça s'étend à tout ce qu'il y a d'organique dans les parages », murmura le médecin légiste. Personne ne répondit, mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller une chose impalpable. « C'était affreux », ajouta-t-il. « Il n'y avait pas de fond du tout, rien que la vase et les bulles, et l'impression que quelque chose était à l'affût là-dessous. » Dehors sur la route, le cheval d'Amy piaffait toujours, et ses cris assourdissants étouffèrent presque le faible chevrotement de son propriétaire qui marmonnait ses réflexions informes. « Ça vient de cette pierre, ça a poussé là-dedans, après tout ce qui était vivant. Ça vivait dessus, esprit et corps. T'as des Mernis et Nainabi, Naum pour finir. Ils ont tous bu l'eau. Ça a pris de la force sur eux. Ça vient d'au-delà, où les choses sont pas pareilles qu'ici. Maintenant, ça rentre là-bas. » À ce moment, comme la colonne de couleur inconnue jetait tout à coup un éclat plus vif et commençait à onduler en fantastiques évocations de formes que chaque spectateur décrirait plus tard à sa manière, le pauvre héros attaché poussa un tel cri que jamais homme n'en entendit de pareil venant d'un cheval. Dans ce salon au plafond bas,
Tout le monde se boucha les oreilles, et Amy se détourna de la fenêtre, horrifié jusqu'à la nausée. Il n'y avait pas de mots pour traduire ça. Lorsqu'il regarda de nouveau, la pauvre bête était inerte, recroquevillée par terre sous la lune, entre les brancards brisés du bogueil. Telle fut la fin de Héros, qu'on enterra le lendemain. Mais l'heure n'était pas aux lamentations, car presque aussitôt un détective attira silencieusement l'attention sur ce qui se passait dans la pièce même où ils étaient. La lampe éteinte maintenant, il était clair qu'une légère phosphorescence commençait à envahir toute la salle. Elle luisait sur le plancher aux larges lattes, le bout de tapis usé, chatoyait sur le châssis des fenêtres à petits carreaux. Elle courait de haut en bas des poteaux d'angle apparents, scintillait sur le dessus et le manteau de la cheminée, infectée jusqu'aux portes et aux meubles. Elle prenait plus de force à chaque instant, et enfin, il devint évident que tout être vivant en bonne santé devait quitter cette maison. Amy leur montra la porte de derrière et le sentier qui montait à travers champs jusqu'auprès de 10 arpents. Ils marchaient d'un pas mal assuré comme dans un rêve, et sans oser regarder en arrière avant d'être loin dans les hautes terres. Ce chemin leur plaisait, car ils n'auraient jamais pu passer par devant à côté du puits. Il fut bien assez dur de longer la grange, les appetis luisants, et ces arbres qui brillaient au verger avec leurs contours noueux et démoniaques. Mais Dieu merci, les branches tournaient vers le haut leur pire contorsion. La lune se déroba sous de très sombres nuages, tandis qu'ils traversaient le pont rustique sur Chapman's Brook, et ils durent aller à tâtons de là jusqu'aux prairies découvertes. Quand ils se retournèrent vers la vallée, le domaine des Garner, loin dans le fond, ils virent une scène terrifiante. La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse. Les arbres, les bâtiments, et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues d'un feu immonde, et des ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres de fêtage de la maison, de la grange, des appentis. C'était une scène inspirée d'une vision de Fuseli, et sur tout le reste régnait cette débauche de lumineuse inconsistance, cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secrets poisons qui naissaient du puits, bouillonnant, palpant, enveloppant, s'étendant, scintillant, étreignant, et faisait malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme. Puis, sans avertissement, le monstre hideux s'enleva tout droit vers le ciel comme une fusée ou un météore, sans laisser aucun sillage, et disparut par un trou rond étrangement régulier à travers les nuages, avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle, et, amis confondus, regardaient fixement la constellation du Cygne, dont l'étoile d'Éneb brillait entre toutes, et où la couleur inconnue s'était fondue dans la Voie lactée. Mais un instant après, son regard était rappelé au plus vite vers la terre par un craquement dans la vallée. Ce fut exactement cela. Rien qu'un bruit de bois qui craque et se fend, et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit. Toutefois, le résultat fut le même, car en un instant fiévreux, kaléidoscopique, jaillit de la ferme ruinée, maudite, l'éruption d'un étincelant cataclysme d'étincelles et de substances insolites.
troublant la vue des rares témoins et bombardant le zénith d'une trombe de fragments bizarres et colorés, tels que notre univers doit absolument les désavouer. À travers les nuées rapidement refermées, ils suivirent la grande calamité qui avait disparu, et en une seconde s'évanouirent à leur tour. Il ne restait plus en bas derrière eux qu'un amas de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas revenir. Et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombres rafales glacées du haut de l'espace interstellaire. Criant, hurlant, il flagella les champs, tourmenta les bois en une furieuse frénésie cosmique, et le petit groupe tremblant comprit bientôt combien il serait vain d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas chez Nahum. Trop impressionnés même pour suggérer des hypothèses, les 7 hommes sous le choc retournèrent péniblement à Arkham par la route du Nord. Ami, se sentant plus mal encore que ses compagnons, les supplia de le reconduire jusque dans sa cuisine, au lieu de regagner directement la ville. Il ne voulait pas traverser seul les bois de nuit fouettés par le vent pour rentrer chez lui par la route principale, car il avait subi une épreuve de plus, épargnée aux autres, et fut accablé pour toujours d'une peur obsédante qu'il craignit même d'évoquer pendant bien des années. Alors que sur cette colline battue par la tempête, les autres spectateurs se tournaient sans hésiter vers la route, Ami avait un instant regardé en arrière la sombre vallée désolée qui abritait si récemment encore son ami né sous une mauvaise étoile. Et de ce lieu lointain, dévasté, il avait vu quelque chose monter faiblement, mais pour s'enfoncer de nouveau à l'endroit d'où la grande horreur informe avait jailli vers le ciel. Ce n'était qu'une couleur, mais aucune des couleurs de notre terre ou des deux. Et parce qu'il reconnut cette couleur et comprit que ce dernier pâle vestige restait sans doute tapi au fond du puits, Ami n'eut jamais plus toute sa tête. Jamais il ne se risquerait dans les parages. Voilà plus d'un demi-siècle maintenant qu'il est arrivé cette horreur, mais il n'y est pas retourné et il serait trop heureux que le nouveau réservoir fasse tout disparaître. Je m'en réjouirais aussi car je n'aime pas la manière dont la lumière du soleil changeait de couleur autour de la bouche du puits abandonné quand je passais auprès. J'espère que l'eau sera toujours très profonde, mais de toute façon je n'en boirai jamais. Je ne pense pas retourner par la suite dans la région d'Arkham. 3 des hommes qui avaient accompagné Ami revinrent le lendemain matin voir les ruines, à la lumière du jour, mais il n'y avait pas de vraies ruines. Rien que les briques de la cheminée, les pierres de la cave, quelques débris minéraux métalliques ici et là, et la margelle de l'innommable puits. Sauf le cheval mort d'Ami qu'ils enlevèrent pour l'enterrer, et le bogueil qu'ils lui ramenèrent peu après, tout ce qui avait vécu là avait disparu. Il restait 5 arpents mystérieux d'un désert de poussière grise, où rien depuis n'a jamais poussé. Encore aujourd'hui, il s'étale sous le ciel, telle une grande tache rongée par un acide, au milieu des champs et des bois, et les rares curieux qui ont osé l'entrevoir, malgré les rumeurs paysannes, l'ont appelé la lande foudroyée. Les rumeurs paysannes sont étranges. Elles pourraient l'être davantage si les gens de la ville et les chimistes de l'université prenaient la peine d'analyser l'eau du puits désaffecté, ou la poussière grise qu'aucun vent ne semble pouvoir disperser. Les botanistes aussi devraient étudier la flore rachitique en bordure de cette tache, car ils pourraient élucider l'opinion locale selon laquelle le mal s'étend, peu à peu, peut-être d'1 pouce par an. Les gens disent que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps et que les bêtes sauvages laissent des empreintes étranges
l'hiver, sur la neige légère. La neige ne paraît jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'ailleurs. Les chevaux, les rares qui restent dans cette époque motorisée, deviennent ombrageux dans la vallée silencieuse. Et les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens s'ils approchent trop de la zone souillée de poussière grisâtre. On parle encore d'influence désastreuse sur l'état mental. Beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de Nahum, et ils n'ont jamais eu la force de s'échapper. Alors, les gars qui avaient la tête plus solide ont tous quitté la région, et seuls les étrangers essayaient de vivre dans les vieilles fermes croulantes. Ils n'ont pas pu rester pourtant, et l'on se demande parfois quelle clairvoyance plus poussée que la nôtre a pu leur donner ces réserves farouches et fantastiques de traditions magiques. Leurs rêves nocturnes, protestent-ils, sont affreux dans ce pays extravagant. Et le seul aspect de ce coin sinistre suffit à éveiller des idées morbides. Aucun voyageur n'a jamais vu ces gorges profondes sans un sentiment de malaise, et les artistes frissonnent en peignant ces bois épais dont le mystère frappe l'esprit autant que le regard. Je suis moi-même surpris de l'impression que je gardais de mon unique promenade solitaire avant qu'Amy me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'avais souhaité vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Ne me demandez pas mon opinion, je ne sais pas, voilà tout. Je ne pus interroger Camille, car les gens d'Arkham ne veulent pas parler de ce diable de temps, et les 3 professeurs qui examinèrent l'aérolithe et son globule coloré sont morts. Qu'il y ait eu d'autres globules, on peut en être sûr. Un seul put se nourrir et s'échapper, mais il y en avait certainement un autre qui arriva trop tard. Sans aucun doute, il est encore au fond du puits. Je sais qu'il y a quelque chose d'anormal dans la lumière du soleil que j'ai vue au-dessus de cette margelle miasmatique. Mais, quel que soit le démon prêt à y éclore, il doit être attaché de quelque manière. Sinon, il aurait au fait de se répandre. Est-il lié aux racines de ces arbres qui griffent l'air? L'un des contes ordinaires d'Arkham parle de ces chênes épais qui brillent et s'agitent la nuit comme ils ne devraient pas le faire. Dieu seul sait ce que cela signifie. Quant à la substance, je suppose que la chose décrite par Amy pourrait être un gaz, mais qui obéissait à d'autres lois que celles de notre cosmos. Il n'était pas né de ces mondes et de ces soleils qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas un souffle venu des cieux dont nos astronomes mesurent les dimensions et les mouvements, à moins qu'ils ne les jugent trop vastes pour leurs mesures. Ce n'était qu'une couleur tombée de l'espace, un messager terrifiant des empires incrés de l'infini au-delà de tout ce que nous connaissons de la nature, d'empires dont la seule existence accable l'intelligence et nous laisse paralysés devant les noirs abîmes extracosmiques qu'elle ouvre à nos yeux affolés. Je doute beaucoup qu'Amy m'ait menti consciemment, et je ne crois pas que son histoire ne soit qu'une divagation de fous comme les gens de la ville m'en avaient prévenu. Une chose terrible est arrivée dans les collines et les vallées avec ce météore, et cette chose terrible, bien que je ne sache dans quelle proportion, est toujours là. Je serai soulagé de voir l'eau monter, mais j'espère qu'il n'arrivera rien à Amy. Il en sait tant de choses, dont l'influence est tellement insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais réussi à partir? Et comme il se rappelait clairement les paroles de Nahum mourant, on ne peut pas se sauver. Ça t'attire. Tu sais qu'il va t'arriver quelque chose, mais tu peux rien. Amy est un si brave homme. Quand l'équipe du réservoir se mettra au travail,
il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de bien veiller sur lui. Je ne veux pas l'imaginer sous la forme de l'horreur grise, tordue, désagrégée qui, sans cesse, trouble encore mon sommeil.